Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse tous les jours sur Bismart for Change en direct à 17h. Un rendez-vous que vous pouvez également retrouver en replay sur bismart.fr et que vous pouvez également retrouver sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Je vous rappelle que vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons sur la réaction des marchés face à l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis et alors que le président élu semble bien parti pour obtenir une majorité au Congrès. Les marchés qui restent dans le même temps très attentifs à la prise de parole à venir de Jérôme Powell qui interviendra à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed. La Fed baissera-t-elle ses taux d'un quart de point comme le marché semble l'anticiper? Faudra-t-il déceler dans le discours de Jérôme Powell des alertes sur le programme économique de Donald Trump qui implique une dépense publique élevée, une baisse de la fiscalité des entreprises ou encore une hausse des droits de douane à l'entrée sur le sol américain? Des mesures qui peuvent s'avérer inflationnistes et qui pourraient venir entrer en contradiction avec la stratégie de soft landing menée par la Fed. Nous en parlerons dans cette émission avant de nous intéresser également à l'Europe. L'Europe dont les marchés ont réagi hier négativement à l'élection de Donald Trump avant de se reprendre aujourd'hui. Une crainte qui s'explique par le fait que l'élection de Donald Trump pourrait venir remettre en cause l'assouplissement monétaire de la Fed. On vient d'en parler si jamais le programme de Donald Trump était appliqué. Mais aussi parce que les hausses de droits de douane sur les produits importés aux États-Unis auraient un double impact sur les entreprises européennes. D'abord, elles seraient impactées directement dans le cas d'exportation vers les États-Unis, mais cela aussi pourrait entraîner une concurrence plus accrue de produits chinois sur le sol européen si les États-Unis venaient à durcir fortement les droits de douane sur les produits en provenance de la Chine. À noter d'ailleurs que le couple franco-allemand s'exprimait au lendemain de l'élection de Donald Trump sur la nécessité de renforcer l'Europe, mais la coalition au sein du gouvernement allemand vient de voler en éclats avec le limogeage du ministre des Finances libéral Christian Lindner, intervenu donc hier soir. Cela devrait entraîner un vote de confiance à venir début 2025 et potentiellement des élections anticipées en Allemagne. Quelles sont les cartes en main pour l'Europe aujourd'hui? Nous poserons la question à nos invités. Puis enfin, nous finirons cette émission avec le quart d'heure américain où nous retrouverons Pierre-Yves Dugas, correspondant américain de Smart Bourse à Washington, qui reviendra sur l'élection de Donald Trump. Et nous commençons tout de suite avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Smart Bourse. Aujourd'hui, Pauline, les marchés boursiers progressent après une séance mouvementée hier. Oui, en Europe, l'ensemble des grands indices évoluent dans le vert après avoir été chahutés hier par l'élection de Donald Trump. Côté américain, justement, les indices ouvrent également dans le vert avec de nouveaux records pour le S&P 500, pour le Nasdaq et pour le Russell 2000. Alors on parle ici des marchés actions, qu'en est-il du marché obligataire? Le rendement américain à 10 ans qui avait bondi hier de plus de 20 points de base redescend un peu entre 4,35 et 4,40% aujourd'hui. Le dollar qui faisait partie des Trump Trades redescend aujourd'hui après avoir été porté hier lors de la victoire de Trump. L'euro-dollar par exemple est autour de 1,08. On attend évidemment ce soir le verdict de la Fed à l'issue de sa réunion de politique monétaire. Mais avant cela, aujourd'hui, nous avons eu le résultat de la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, Pauline. Oui, voilà, la Banque d'Angleterre a décidé pour la seconde fois depuis 2020 de baisser ses taux de 25 points de base à 4,75%. Côté résultat d'entreprise, la séquence se poursuit et la hausse du jour est signée ArcelorMittal, Pauline. Oui, le titre s'offre 6% après sa publication du troisième trimestre. Le résultat opérationnel sur la période recule, mais c'est moins pire que prévu. ArcelorMittal dégage un bénéfice net de 290 millions de dollars contre plus de 900 millions il y a un an. L'entreprise alerte sur les exportations d'acier chinoises qui produit plus de la moitié de la production mondiale. On retourne en France à présent. Plusieurs valeurs du CAC 40 étaient également attendues pour leur publication du troisième trimestre, Pauline. Oui, je vous propose de commencer par la publication de Legrand, une publication qui a déçu les investisseurs. Le titre est bon dernier du CAC 40 et chute de plus de 5%. L'entreprise fait état d'un bénéfice net part de groupe en repli de 11% sur les 9 premiers mois de l'année. Le résultat opérationnel recule, lui, de plus de 6% sur la même période. En côté entreprise toujours, en repli également après sa publication, il y a Téléperformance. Oui, Téléperformance annonce un chiffre d'affaires en hausse de plus de 26% sur le troisième trimestre en données publiées grâce à l'intégration de Majorel. En données comparables sur la période, le chiffre d'affaires n'augmente que de 3% sur un an. L'entreprise en profite pour réaffirmer ses objectifs annuels, mais cela ne suffit pas. Le titre recule de plus de 3%.
Engie, de son côté, est en légère hausse après avoir annoncé viser le haut de sa fourchette de prévision annuelle. Oui, Engie a ainsi confirmé ses objectifs lors de sa publication du troisième trimestre. La société fait état d'une progression de l'EBIT de 18%, portée par les activités infrastructures et renouvelables. Concernant le chiffre d'affaires, il est en recul de 15% en données organiques à 52 milliards d'euros. Et enfin, si on sort du CAC 40, la publication d'Air France KLM montre quelques difficultés pour la compagnie. Oui, le titre dévisse de 13% au cours de la séance après avoir fait état de résultats inférieurs aux attentes et jugé mauvais pour le troisième trimestre, plombé par la baisse du trafic aérien en amont des JO et par les difficultés chez KLM. Le bénéfice net d'Air France recule de 13% et le résultat d'exploitation de 12% sur la période. Et on finit avec l'agenda de la journée boursière de demain. Pauline, quel est cet agenda ? Les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale française pour le mois de septembre, ainsi que de la confiance des consommateurs du Michigan en novembre. Côté résultats, on regardera ceux de Sony pour le troisième trimestre. Merci beaucoup Pauline Gratel. C'était donc Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité économique, politique et surtout financière dans Smart Bourse ce soir. Pour décrypter cette actualité qui va sûrement commencer par de l'actualité politique, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Forest. Bonsoir Nicolas Forest. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements de Candriam. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Adi Lamort. Bonsoir Adi Lamort. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Shellshare Prince Gestion et nous avons enfin le plaisir d'accueillir également Arnaud Faller. Bonsoir Arnaud Faller. Bonsoir. Vous êtes directeur général délégué en charge des investissements de CPRAM. La question est toute trouvée pour débriefer effectivement ces deux séances boursières à l'issue de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. La question est de savoir s'il aura ou non une majorité au Congrès. On va peut-être commencer avec nous, vous Arnaud Faller, même si ça a l'air globalement bien parti pour le moment. Première question. Est-ce que c'était une surprise dans le sens, alors on n'est pas là pour parler politique évidemment, mais on a vu des Trump trades ces dernières semaines joués par le marché, puis finalement une sorte de ralentissement à l'approche de l'élection avant que le marché ne reparte une fois qu'il se rende compte que globalement, aux États-Unis en tout cas, une fois qu'il se rend compte que l'élection de Donald Trump semble acquise. Comment est-ce que vous analysez la séquence de ces deux dernières journées boursières ? Alors il me semble que, donc d'abord, il arrive effectivement à avoir le Sénat, ça c'est sûr. La Chambre des représentants, il est en ballottage favorable. Donc il va avoir quand même pas mal de pouvoir, y compris autour de sa garde rapprochée, parce qu'à l'indifférence de la dernière fois, c'est que cette fois-ci c'est moins une surprise pour lui. Et donc il aura une équipe qui est bien préparée et qui lui est dévouée à 100%. Donc il nous semble que sur les marchés, il y a eu... C'était assez logique, je pense, vraiment ce qui s'est passé. Donc, surperformance très nette des actions US versus reste du monde. Bien sûr. Donc, en une seule journée, on a fait quasiment 4%. Et ça peut encore durer. Ensuite, hausse des taux. On va y revenir, hein, évidemment, en anticipation des hausses de droits de douane. Hausse des taux US. En revanche, baisse des taux sur la zone euro. Mais en même temps, là aussi, il faut se rappeler que Christine Lagarde a rappelé qu'une augmentation de la guerre commerciale ferait en sorte qu'il y a probablement plus de baisse des taux du côté BCE. Ensuite, côté... en gros, c'est vraiment les États-Unis qui vont surperformer le reste du monde, que ce soit donc, versus Europe, ça on l'a vu, mais aussi probablement vis-à-vis des émergents, et appréciation du dollar. On pourra y revenir, mais tout ça est plutôt assez logique. Et à l'intérieur du secteur des actions américaines, on a vu, c'est des choses qui se sont passées déjà lors de la dernière élection. Hein. Donc les financières US avaient déjà largement surperformé le premier mois qui suivait la première élection de Trump. C'est ce qu'on a vu hier. La partie pétrolière, c'est évidemment, comme il a dit, un baby drive, baby, sous-entendu, allez-y les Américains, vous allez forer significativement. Donc les pétrolières aussi. Pétrolière, oui, le pétrole un peu différent, on peut y revenir. Il n'y a pas eu autant de variations sur le cours du pétrole lui-même. Mais grosso modo, et les secteurs de l'immobilier qui ont été plutôt attaqués, les secteurs des renouvelables, oui, et le secteur de la consommation aussi, parce qu'évidemment, là aussi, on pourrait y revenir sur l'impact des hausses de taxes, de droits de douane. Donc globalement, des marchés qui accueillent très positivement quand même aux États-Unis cette élection de Donald Trump. Oui, en tout cas aujourd'hui. Oui, alors il faut se rappeler que, donc on a parlé des hausses de droits de douane, on pourrait y rentrer en détail, mais il a en tête aussi une baisse du taux d'impôt sur les sociétés de 21 à 15%. Et ça, c'était pas sûr qu'il mette en place si jamais il n'avait pas le Congrès avec lui. Comme la proba que le Congrès est évidemment, encore une fois, on attend la Chambre des représentants, mais est assez forte.
Il nous semble qu'il va pouvoir mettre ça en place, donc une baisse de taux de l'impôt de US de 21 à 15, assez vite. Après, côté ménage, il y a aussi une histoire de fiscalité sur les ménages, où là, on sait qu'il a mis en place, pour le précédent mandat, que l'administration Biden a continué. Bien sûr. Il y a une échéance à venir en 2025, mais probablement, il va prolonger ces baisses ces baisses de fiscalité aussi sur les ménages. Mais alors, la question qu'on peut se poser avant effectivement de vous entendre, Nicolas Forest et Adi Lamort, c'est Trump pourra-t-il appliquer le programme économique sur lequel il vient d'être élu, notamment sur des questions de budget, sur des questions de fiscalité? Vous l'avez dit, effectivement, et on l'entend souvent, il y a peu de contre-pouvoirs autour de lui, ce qui laisse entendre qu'il aurait les coups des franches. Il y a quand même des réactions de marché, des réactions économiques, une inflation à surveiller. Alors, sur les hausses de douane, il a rappelé quand même que c'est l'outil le meilleur après l'amour et la religion. D'accord. Il croit vraiment. Et on a vu qu'il y croyait lors de son dernier mandat. Il l'a mis en place lors du dernier mandat et ça a plutôt bien marché. Si on se rappelle le déficit commercial versus la Chine, il s'est contracté d'une centaine de milliards entre 2018 et aujourd'hui. Donc ça a plutôt marché. D'ailleurs, on pourrait y revenir, c'est un jeu mondial et au contraire, il s'est accru envers le Mexique, le Vietnam, la Corée et d'ailleurs aussi la zone euro. Donc, d'où la réallocation que vous évoquez entre les biens chinois qui pourraient revenir en Europe. Bien sûr. Oui. Méfiance, c'est un jeu mondial. Donc, quand il y a un déficit qui se crée, là, ça peut être au contraire un déficit qui se résorbe de l'autre côté. Mais tout ça pour dire que la hausse des droits de douane, certes, encore une fois, il nous a parfois surpris, mais là, on a l'impression qu'il a envie de le faire et ça a plutôt bien marché avant. Pour lui, pas pour le reste du monde. Bien sûr. Ensuite, la fiscalité, ça va dépendre malgré tout, la fiscalité sur l'impôt sur les sociétés, ça va dépendre à tout prix du Congrès, mais encore une fois, il a un avantage favorable. Et il y a un peu accord bipartisan sur ça. C'est pas l'ampleur des baisses, parce que 21-15, c'est pas non plus monstrueux, mais il est probable que ça puisse arriver aussi. Nicolas Forest, comment on analyse cette séquence lorsque un candidat à l'élection présidentielle américaine qui ne cache pas sa volonté de America First, tout simplement, est élu, que Arnaud Faller nous l'a rappelé, qu'il n'y a pas forcément de garde-fou autour de lui qui pourrait laisser entendre que potentiellement il ne pourrait pas appliquer tout son programme, lorsqu'on voit ça d'un point de vue investisseur européen? Alors déjà concernant Donald Trump et concernant la question que vous avez posée, il faut déjà se rendre compte que je crois que, un peu comme en 2016, beaucoup de prévisionnistes se sont trompés, même complètement trompés, notamment en Europe, sur cette victoire écrasante de Donald Trump. Quand vous regardez une carte et vous voyez le rouge et le bleu, c'est tout rouge, c'est écrasant. Et donc, par rapport à votre question, déjà, il faut distinguer un petit peu... l'investisseur ne doit pas faire de morale, ne doit pas ne pas avoir de biais cognitif là-dessus. On peut avoir l'opinion qu'on veut sur Donald Trump, à savoir qu'il est sans doute grossier, menteur, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas la question en tant qu'investisseur. Et donc, pour l'investisseur, il faut vraiment essayer de se reposer la question de savoir quel scénario peut-on avoir sur la croissance, sur l'inflation et sur les taux avec cette nouvelle administration. Et le premier point qui me vient à l'esprit de cette séquence-là, c'est déjà, je dirais, de la plus grande certitude. D'accord. La plus grande certitude. Hier, ce qui est frappant, alors même qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'il pourra appliquer. Il y a 3 jours, il y a une semaine, il y a un mois, tous les investisseurs, les éditorialistes, c'était on ne sait pas, ça va être serré, il va y avoir des barricades, ça va être dangereux, la démocratie américaine va se faire attaquer. Là, au moins, on sait que. Excusez-moi, mais il y a eu des élections, les résultats sont très clairs et les réponses sont très claires, donc il y a une levée de l'incertitude. Et les marchés actions qui réagissent positivement reflètent cela. Il y a un point, moi, qui m'a intéressé, un indicateur qui n'a peut-être pas été commenté ici, qui intéresse plutôt les investisseurs obligataires, c'est la prime d'assurance sur les États-Unis, le CDS. Le CDS américain. Ça a collapsé le lendemain de l'élection. C'est-à-dire que la prime de risque sur l'État américain s'est resserrée de 10 points le lendemain. D'accord. Ce qui prouve que les investisseurs ont reçu ça positivement. Et donc après, c'est quelles sont les perspectives de croissance, d'inflation et de taux d'intérêt. Et là, voilà, on retrouve ce que vous avez expliqué. Là encore, il faut démystifier ce que dit Trump. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, on a vu en 2016, il y a eu des écarts. Il a dit beaucoup de choses, il n'a pas fait tout ce qu'il a dit.
Il n'a pas fait tout ce qu'il a dit. Et il a été parfois un peu plus pragmatique que ce qu'on peut attendre. Aujourd'hui, on peut regarder les différentes grandes actions économiques qu'il peut mener. Les baisses d'impôts. Ça, c'est le premier bloc. Les tarifs, le deuxième bloc. Et puis, ce qu'il peut faire sur le marché de l'emploi à travers l'immigration. Dans quelle séquence les choses vont se mettre, c'est difficile à dire. Mais il nous semble que la baisse des taux d'impôt, le prolongement déjà des baisses d'impôts, les potentielles nouvelles baisses d'impôts, notamment sur les retraités, sur les pourboires, et ça c'est nouveau dans son programme, c'est quand même assez positif effectivement pour la croissance américaine. Les tarifs... Peut-être un peu moins pour le budget, mais en tout cas pour la Peut-être un peu moins pour le budget. En contrepartie, pour financer cela, il faut plus de tarifs. Car si Donald Trump veut vraiment implémenter des nouvelles baisses d'impôts, il faut qu'au Congrès, pour avoir la majorité, il faut qu'il vienne avec un équilibre budgétaire et donc davantage de tarifs. Et là, la question évidemment, c'est quel tarif ? Il avait parlé de 60% sur la Chine, de 10% pour tout le monde, et c'est là où il faut estimer. Mais c'est 10%, c'est 60% sur la Chine en plus, ou c'est 60% en proportion ? Est-ce que c'est maintenant ? Est-ce que c'est dans une fois ? Ça, on ne le sait pas. Ça, on ne le sait pas. Bien sûr. Ouais. Donc, aujourd'hui, l'investisseur européen, à court terme, il préfère investir sur la bourse américaine, il préfère être un peu plus prudent sur la bourse européenne, et il va regarder ce qui va se passer. À court terme, et là, pour moi, tout est une question de séquence, entre le mois de novembre et le 6 janvier, il n'est pas président. Et son staff va être normalement vraiment en fonction à partir du 20 janvier. Donc, ce qui va être intéressant pour moi, ça va être de regarder quelles sont les premières nominations qu'il peut faire. Est-ce que c'est Navarro qui revient et des gens qui sont assez extrêmes sur les points de tarifs ? Ça, c'est ça qu'il faudra voir. Et il va falloir voir un peu de ce côté-là pour avoir un peu une estimation de son impact sur la croissance, sur l'inflation. Donc ce que vous dites, c'est globalement, ne cherchons pas à anticiper avant effectivement qu'on ait les premières mesures. Est-ce que ça veut dire que l'élection de Donald Trump est synonyme de retour de la volatilité sur les marchés ? On a pu le voir parfois, on était plus sur Twitter même que sur des indicateurs pour voir effectivement s'il pouvait avoir un impact sur les marchés financiers ? Je pense que oui, je pense que Jay Powell, je pense que les investisseurs vont devoir se réhabituer à suivre effectivement à la fois le X de Musk, de suivre un peu Donald Trump, ça va être plus volatile, mais à travers cette volatilité, il faut voir où on va. Et nous, ce qui nous semble, en tout cas, aujourd'hui, chez Candriam, on a fait deux scénarios. Il y a ce qu'on appelle un soft Trump et un hard Trump. D'accord. Ouais. Avec un soft Trump, nous pensons que la croissance américaine en 2025 peut rester à peu près équivalente à celle qu'on a connue en 2024. Un soft Trump, c'est... Un soft Trump, c'est finalement, certes des tarifs, mais un peu moins agressifs que ce qu'on peut attendre, et une baisse d'impôts qui compense largement la perte de croissance, ce qui nous permet de maintenir un niveau de croissance réel de 2,5%. Un peu plus d'inflation, mais rien de dramatique. Et donc une croissance américaine qui tient et qui reste la plus grande et une forte croissance, notamment beaucoup plus importante qu'en Europe. Ça, c'est un soft Trump dans lequel c'est un scénario positif tant pour les marchés actions et sur les taux d'intérêt, un peu de volatilité, mais rien de dramatique. Et puis il y a le hard Trump. Le hard Trump, c'est si vraiment on vient avec des tarifs beaucoup plus forts. Ça, c'est l'application pure et dure du programme actuel. Exactement. D'accord. Avec effectivement là un impact beaucoup plus fort sur l'inflation et des taux d'intérêt qui dérapent. Mais aujourd'hui, entre le hard et le soft, très dur de mettre une probabilité. Et rien ne nous dit que vraiment à faire du hard Trump ou du soft Trump, il y a plein d'arguments dans les deux sens. On peut dire il a les pleins pouvoirs, s'il veut le faire, c'est maintenant. Mais d'un autre côté, il y a un congrès, il ne peut pas faire non plus ce qu'il veut. Et en 2016, là encore, il faut démystifier, il faut essayer de prendre un peu de recul. Il n'a pas fait tout ce qu'il a dit. Il n'a pas fait tout ce qu'il a dit. Et les hausses de tarifs dont on parle, vous parliez de 2016, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir, là, en 2024. Hein. 60% sur les biens chinois, 10% sur tous les biens, c'est pas la même chose. Parce qu'en 2016, c'était sur les biens chinois, et les Chinois ont pu utiliser le Vietnam, le Mexique pour revendre des biens. Là, c'est 10% sur tout le monde, on n'est plus dans la même histoire. Hein. Donc, bien sûr. C'est 4 à 5 fois l'effet sur l'économie US, et le c'est 4 à 5 fois. Je ne sais pas si qu'il a apprécie beaucoup le... Voilà, exactement. Donc, il apprécie l'outil. Voilà. Maintenant, il faut bien, et juste pour terminer, entre le soft et le hard, je crois qu'aussi, là encore, je me permets, on ne peut pas faire de présomption de dire le président élu est stupide. On peut ne pas aimer. Mais quelque part, il a été élu sur base de on veut revenir à moins d'inflation, à plus de croissance et plus de baisse d'impôts. Donc, faire le pari de dire... on peut analyser effectivement le programme en se demandant si effectivement l'impact sera celui qui est... Oui, mais il est conseillé.
il sait très bien, il n'est pas stupide, que s'il fait des tarifs massifs, que si ça fait beaucoup d'inflation, l'électeur le lecteur qui a voté Trump ne va pas être content. Donc, quelque part, oui, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a le soft et le hard Trump. Je pense qu'on est dans un environnement à court terme où il va privilégier quand même du soft Trump, c'est-à-dire un peu de tarifs, on compense avec des baisses d'impôts, et on arrive sur un territoire un peu de croissance, peut-être un peu plus d'inflation, mais pas trop. Et le dérapage du hard Trump, selon moi, il n'a pas intérêt à l'implémenter tout de suite, parce que ça ferait dérailler le scénario, et c'est certainement pour ça qu'il a été élu. Adi Lamort, pour compléter ce que dit Nicolas Forest, deux garde-fous finalement à la politique de Donald Trump, l'inflation et les réactions du marché obligataire sur le budget par exemple ? En fait, on a beaucoup parlé croissance, oui. Maintenant, faut quand même qu'on ait en tête aujourd'hui qu'on est dans une situation où la croissance aux États-Unis tient, la lutte contre l'inflation par la Fed est à peu près résolue, mais pas encore complètement finalisée. Donc, si on rentre dans le scénario hard Trump, comme ça a été évoqué, là, la situation peut vraiment se compliquer parce qu'on n'est pas dans la même phase du cycle. Je reviendrai juste. Est-ce que ça peut remettre en cause un soft landing, par exemple ? En fait, alors, qu'est-ce qu'on appelle soft landing ? On a eu tellement de jargon, le soft landing, le no landing, le hard landing, le good landing, le bad landing. Est-ce qu'il y a landing tout court s'il y a de la croissance ? Ben non, on décolle. Donc il n'y a pas de landing. Maintenant, ce qui pourrait être remis en cause, c'est effectivement la politique monétaire américaine et son application pour lutter contre une inflation additionnelle qui pourrait se mettre en place si la croissance rechauffe trop. Ça, c'est un risque aujourd'hui qu'on ne voit pas encore. On verra d'ici le 6 janvier, effectivement, ou le 20 janvier, on n'en sait strictement rien. C'est après que les choses vont se matérialiser. Maintenant, sur les réactions de marché, on a parlé marché-action, c'est limpide, c'était anticipable en cas d'élection de Trump. Il y a un autre paramètre, et pour moi, qui est, on va dire, assez intéressant à avoir en tête. C'est la forme de la courbe de taux américaine. Qu'effectivement, les taux ont monté, oui, en anticipation d'un déficit. La partie courte, c'est l'inflation. La partie longue, c'est le déficit. Oui, bien sûr. Trump, plus de déficit, mais j'étais déjà anticipé un petit peu avant. Cette pente, elle s'est encore plus accentuée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une pente américaine, c'est-à-dire un différentiel entre le 10 ans et le 2 ans qui dépasse les 20 points de base. Ça reflue un petit peu aujourd'hui. Mais demain, c'est-à-dire si la prime de terme, c'est-à-dire le différentiel de taux entre le long et le court, s'accentue trop massivement, ça a un impact quand même pour l'économie américaine, pour le refinancement des entreprises américaines. Et du coup, on peut se retrouver dans une situation où les défaisances et les situations de défaut augmentent aux États-Unis. Et ça serait dommageable en lien avec la croissance. Et si on rajoute l'autre problématique qui est quand même fondamentale et qui a été évoquée par mes collègues ici sur le plateau, l'inflation. Aujourd'hui, quand on analyse le programme de Trump, on verra ce qu'il va appliquer. Effectivement. Ce qui est certain, par contre, pour moi, c'est que Trump est assez bijectif avec la volatilité des marchés. Donc ça, c'est acté. Maintenant, sur l'inflation. Il y aura plus de volatilité. Pour moi, c'est acté. C'est le moment des gérants actifs. Oui, donc on est assez content chez Shelter, donc ça tombe bien, et je pense aussi autour de la table. Mais si je reviens juste sur l'inflation, baisse des impôts, forcément, on stimule la consommation. Donc, la partie supply-demand, la demande augmente, c'est l'inflation. OK. Et l'IS, la même chose. On le baisse. Est-ce qu'il va le faire tout de suite, demain, après-demain ? C'est inflationniste. La politique migratoire. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a eu quand même une hausse significative de l'emploi des non-natifs américains et qui a permis aussi de renflouer des emplois et de trouver des employés. Si demain, il y a une politique migratoire qui est dans l'autre sens, forcément, tension sur l'emploi. Hausse de salaire. Inflation. Tout ça, il faut gérer. Et difficulté entreprise quand même pour délivrer et productivité. Surtout si les taux longs augmentent significativement. Donc, il faut réussir à juguler tout ça. Maintenant, il y a une certitude, c'est que America First, c'est acté. Inflation, we will see. Et on verra surtout l'impact sur le reste du monde et la pente de la courbe des taux. Ça, moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est pas anecdotique. Dans un monde maintenant où les pentes sont positives et les taux, ils sont très très loin de redevenir négatifs ou nuls. Voilà. Arnaud Faller, parce que j'ai évidemment des questions aussi sur la Fed ou sur l'Europe, mais peut-être revenir un petit peu peut-être sur cet euro-dollar tout simplement, ce dollar qui progresse, qui continue à progresser, alors que Trump a annoncé lui plutôt qu'il souhaitait voir ce dollar reculer pour donner encore plus de compétitivité aux entreprises américaines. Si on analyse la séquence au travers de l'euro-dollar, qu'est-ce que ça nous dit ? De manière générale, on pense que le dollar va se raffermir contre toutes les devises. Peut-être plus encore contre les devises émergentes que contre l'euro. Il faut bien voir que la Fed, les taux terminaux, c'est le point important, c'est savoir, y compris pour la prime de terme, à combien on s'arrête.
on voit bien que depuis, ça a été révisé en hausse à chaque fois qu'il y a eu des sondages pro-Trump, et évidemment depuis l'élection de Trump. Donc on était en dessous de 3, on est à 3,70. Là. On n'arrête pas de remonter le taux terminal. Donc à l'inverse, côté européen, on est en train de le rebaisser. D'ailleurs, dans l'histoire de marché, c'est assez rare que dans la même période, on a des taux terminaux européens qui baissent et des taux terminaux américains qui montent. Donc il me semble que c'est favorable encore, ça, plutôt au dollar. Donc Trump, il veut effectivement, il veut peut-être un dollar faible, mais dans voilà, on pense pour l'instant, ça ne prend pas de chemin. Non, et on pense plutôt qu'il sera plutôt ferme. Et que, y compris parce que, encore une fois, l'attractivité du marché américain, etc. Donc, peut-être plus contre devises émergentes, parce que la volatilité sur les devises émergentes est plus forte, ça se bouge, les devises se bougent plus que contre l'euro, mais l'essence, il est plutôt là. Prise de parole de Jérôme Powell ce soir, décision donc de politique monétaire de la Fed, 25 points de base, recul de 25 points de base, enfin en tout cas baisse de 25 points de base, pardon, attendu par le marché. Le moindre changement de politique monétaire laisserait entendre effectivement que c'est un message plus politique qu'économique. À quoi s'attendre dans cette prise de parole ? Cette fois-ci, sur ce comité-là, il ne devrait pas y avoir de surprise. En revanche, encore une fois, ce n'est pas tant les deux prochains, hein, parce que là, il y a quasiment tous les 25 BP qui sont anticipés. C'est la suite de l'histoire. Et la suite, ça va dépendre évidemment des hausses de droits de douane. Qui sont à terme, on verra, effectivement tout n'est pas écrit, c'est pas forcément 60 d'un coup et 10 d'un coup, mais encore une fois il apprécie l'outil donc il va l'utiliser. À terme, je voudrais revenir là-dessus, c'est que malgré tout, à terme c'est un peu aussi récessionniste, hein, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler que c'est une ponction sur les ménages. On va peut-être favoriser les oui, parce que les baisses d'impôts. Douane dit prix plus élevé. Les importateurs US, ils vont répercuter quasiment 1 pour 1. Faut pas. Oui, bien sûr. Oui. C'est à terme, c'est peut-être un peu malgré tout récessionniste. Et les estimations, hein, c'est en gros $1 700 par ménage par an, et c'est beaucoup. Donc certes, il y aura peut-être des ménages, les baisses d'impôts, $1 par an payés plus cher si jamais les droits de douane sont appliqués. Exactement. D'accord. Et les baisses d'impôts seront probablement plus pour les ménages plus aisés, alors que les montants qu'on évoque, c'est pour tout le monde. Et donc c'est ça qui est un peu, parce que c'est le consommateur qui soit riche ou moins riche. Et donc c'est là, encore une fois, le risque plutôt pour, alors fin 25, etc., c'est plutôt malgré tout plus récessionniste qu'autre chose si jamais il met ça en place. Donc ça veut dire que derrière l'idée de mettre des barrières douanières pour protéger les entreprises américaines, derrière il y a potentiellement un risque récessif si jamais on augmente trop. Ça, l'impact, c'est une augmentation trop forte des prix sur le sol américain. D'où le fait que hier, les valeurs de consommation américaines, elles ont baissé. Donc, alors que le marché est en forte baisse. En forte hausse, pardon. Donc effectivement, la consommation de base, les grands distributeurs, elles ont baissé hier, parce que c'est pas forcément bon à terme pour ces valeurs-là. Et si je vous suis, ça suppose potentiellement une progression de l'inflation et donc une remise en cause de la stratégie monétaire de la Fed si on est dans ce scénario-là. La revue du taux terminal a été très claire et ça n'a pas été 10 centimes. Ça a été continué. En gros, une fois en quelques semaines, on a pris 60 centimes en gros, on était en 3, aux alentours de 3, on est 360, 370, et puis il y a des gens qui voient 4. C'est-à-dire quasiment plus beaucoup de baisse des taux après. Donc ces taux terminaux, encore une fois, c'est clé à la fois évidemment pour les primes de terme, mais aussi pour les marchés actions, parce que ça peut jouer aussi. Hein. Genre, l'amélioration des conditions de financement, ça vient aussi de là. Donc si jamais les anticipations de baisse de conditions de financement, sur l'immobilier ou sur d'autres choses, n'apparaît pas, bien sûr, il faudra s'en méfier quand même. Nicolas Forest, rien à attendre ce soir, si je comprends bien. Peut-être quand même une analyse détaillée du discours, comme il y a quelques mois où on analysait chaque mot de Jérôme Powell. Est-ce que c'est le retour, effectivement, d'une dualité, potentiellement ? Oui, la question, ça sera en effet pour 2026, comme vous avez dit. Hein, c'est que la baisse ici, elle est actée, donc il n'y a pas vraiment de discussion. La question, c'est quelle politique monétaire américaine en 2025, s'il y a une partie des tarifs qui vont être utilisés. Je voudrais juste un peu amender ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, les tarifs plus d'inflation, récessif. Attention à prendre un petit peu de recul par rapport à cette vision-là. Vous avez dit justement que le dollar est soutenu. Si on monte les tarifs de 10 et que le dollar s'apprécie de 5%, ça veut dire que les biens importés ne montent que de 5%.
Donc si vous pensez que le dollar s'apprécie, eh bien c'est quand même un effet tampon sur la hausse des tarifs pour les Américains. Et par rapport aux baisses d'impôts, il y a quand même toute une série de baisses d'impôts qui ont été rajoutées. Vous dites que les riches, mais de ce que je comprends, on verra s'il le fait, il y a quand même une partie des baisses d'impôts pour les retraités qui sont de la sécurité sociale. Ça, c'est des gens quand même qui sont plutôt pauvres. Même si, voilà, ça n'enlève rien à ce que vous avez dit. Moi, je pense que sur la politique monétaire, il y a deux questions. Il y a l'inflation en 2025, comme vous l'avez dit. Est-ce que ça crée un peu plus d'inflation? Et a priori, la Fed qui baisse un peu moins. Ça, c'est la question de court terme. Et de somme toute, je pense qu'elle est assez... elle sera importante à suivre. Mais ce n'est pas celle qui m'inquiète le plus. D'accord. Moi, ce qui me pose aujourd'hui le plus de questions, c'est quoi la Fed en 2026 ? Quand Donald Trump doit renouveler et doit trouver un nouveau chairman. C'est quoi la Fed à ce moment-là? C'est quoi la Fed à ce moment-là si, après 2 ans, il a vraiment implémenté tous les tarifs? Et si l'inflation a dérapé? Parce que là, à ce moment-là, il peut vouloir vraiment essayer d'un peu influencer. Il faudra voir de ce point de vue-là. Vous avez parlé de la courbe qui se pontifie. Bon, c'est un point à surveiller. Mais c'est vrai que, même si la courbe elle a toujours été pentue dans le passé, mais si les taux longs dérapent trop, voilà, est-ce qu'il va demander à la Fed d'intervenir ou pas? Alors c'est un peu de la politique fiction, on n'en est pas là. Mais c'est sûr qu'en 2025... Non, mais c'est un scénario que vous envisagez, ou en tout cas vous posez la question. Il y a deux questions. Il y a la politique monétaire de 2025, voilà, donc vous avez raison. Ce qui me frappe le plus, c'est ce que vous avez dit, là, je vous rejoins complètement, c'est la divergence un peu nouvelle entre les États-Unis et l'Europe. Moi, ce qui me frappe hier, s'il y a une chose qui m'intéresse, que j'ai retenue, c'est le fait que les taux US ont monté et pas les taux européens. Et donc, on acte qu'il y a 2 routes qui divergent. Et donc, c'est vrai que la BCE va baisser et la Fed, à un moment donné, va peut-être moins baisser en 2025. Donc oui, une divergence de politique monétaire. Et quelles seront les dynamiques d'inflation avec tout ce qu'on a dit? Ça, c'est la première question. Mais pour moi, la deuxième question, c'est un deuxième mandat de Donald Trump avec les pouvoirs qu'il a. Les coups des franches, disons-le. Un peu les coups des franches, même si c'est pas si facile, sans doute, de changer comme ça le mandat de la Fed, puisqu'il a quand même pas une majorité de 2/3 au Congrès, qu'il y aura quand même beaucoup de garde-fous. Mais il y aura sans doute de la pression, surtout, si on a une hausse des taux importante. Parce que là, il va tweeter. Ça, c'est évident. C'est évident. Voilà. Adi Lamort, 2 routes qui divergent. Je reprends vos mots, Nicolas Forest. Ça, c'est acté maintenant, 2 routes qui divergent. Alors, on en parle effectivement en matière de politique monétaire, mais la question peut être aussi économique ou simplement sur les marchés financiers. Alors, je rejoins, sur le plan économique, et de toute façon, l'élection américaine n'a fait qu'accentuer la divergence, ça c'est évident. Effectivement, les taux, le comportement, ça a été limpide, les taux américains qui montent, les Européens qui baissent. On a 2 économies différentes entre l'Europe et les États-Unis. On a des indicateurs d'activité différents et on a une dynamique d'inflation différente, une population différente et une gouvernance différente. Ça fait plein de choses différentes en Europe. Sûr, voilà. Je ne dis pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, mais en tout cas, il y a plein de différences. Donc monétairement... Mais l'Europe regarde beaucoup vers les États-Unis quand même. Exactement. Maintenant, la corrélation qu'on a eue depuis un certain bout de temps entre les taux américains qui montent, les taux européens suivent, les marchés américains qui baissent, les marchés européens baissent, mais quand ils montent pas forcément. Bien sûr. Voilà, quand l'action à la baisse, ça marche pas dans l'autre sens. Là, peut-être qu'on est dans une dichotomie différente parce que on a une trajectoire aujourd'hui aux US qui, moi, vraiment ma conviction avec l'élection de Donald Trump, on a un chemin. Le chemin, il est les États-Unis d'abord. Les droits de douane, la taxation, on ne connaît pas l'amplitude. Je rejoins complètement ce qui a été dit. Par contre, l'esprit, on l'a. En Europe, aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va pâtir de ce qui va arriver aux États-Unis. Bien sûr, la Chine ne pourra plus exporter vers les US et ça va venir en Europe. Que vont faire les entreprises européennes? L'Allemagne, qui a des sujets, on va y revenir, au-delà de son industrie, même politique, etc. La gouvernance européenne, la question du déficit. Donc oui, monétairement et sur les taux d'intérêt et l'évolution, il y a des sujets. Je ne parle même pas de la politique énergétique, des considérations ESG. Aujourd'hui, donc c'est une certitude, on va en pâtir. Il y a, malgré la volonté potentiellement d'avoir une Europe plus forte, qui est aujourd'hui du domaine de la communication de chefs d'État, notamment chefs d'État français ou allemands. Là, ce que vous dites, c'est la certitude que de toute façon, on va pâtir de cette nouvelle situation en Europe. Sur le papier, aujourd'hui, en Europe, il y a des difficultés. Aux États-Unis, on en voit beaucoup moins. En tout cas, on voit une ligne directrice, une trajectoire qui est quasiment rectiligne. Donc en Europe, c'est soit il y a des solutions qui vont être trouvées,
sur les questions de déficit, sur un financement européen, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas quelque chose qui aligne un petit peu les intérêts et qui défend l'Europe, d'un point de vue de droit de douane notamment. Je vous pose la question de mon sommaire de tout à l'heure. Quelles sont les cartes en main pour l'Europe aujourd'hui? Surtout quand on voit effectivement qu'au sein du couple franco-allemand, depuis 24 heures, on a plus de difficultés côté allemand à s'entendre sur un gouvernement. Alors, on va pas faire de politique, mais mais si on regarde, allez-y. Non, surtout pas. Surtout pas. Mais économiquement, que peut-on faire en Europe? En fait, il y a une conviction qui est là quand même. On est dans un monde qui se déglobalise avec beaucoup plus de protectionnisme, qu'on le veuille ou non. C'est le cas des États-Unis forcément avec Donald Trump. Côté asiatique, c'est la même chose. Les BRICS, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même un autre bloc qui est en train de se constituer. C'est pour ça que le dollar qui se fortifie à très long terme, je ne sais pas. Je réponds, je donne ma langue au chat modestement et humblement, je ne sais pas. Mais pour protéger l'Europe et pour que l'Europe devienne plus compétitive, il y a des mesures douanières, oui, à mettre en place, mais surtout une simplification de gouvernance. Aujourd'hui, on regarde la courbe italienne, la courbe allemande, la courbe française. Chaque courbe évolue un petit peu comme elle veut, toujours en se comparant au Bund. Le couple franco-allemand, il bat de l'aile. Il y a un sujet. Voilà. Donc, unification monétaire, on va dire un peu plus forte, ça donnerait encore plus de crédibilité à la politique monétaire européenne et protéger les entreprises européennes, leur compétitivité, leur fiscalité, pour qu'on ait des champions effectivement qui puissent être à la Nvidia, à la Alphabet, etc. et qui puissent exporter aussi. Dans les Échos, on pouvait lire hier ou ce matin que c'était le retour des empires, que ce soit empire chinois, américain ou russe. Est-ce que l'Europe est forcée d'être à la traîne derrière et de se demander comment elle va se positionner vis-à-vis des autres, a dit Lamort? Économiquement, j'ai dit qu'on ne fait pas de politique, économiquement. Jamais. Aujourd'hui, c'est une obligation. Il y a des blocs, encore une fois. On le voit depuis la crise du Covid, depuis mars 2020. Il y a des prémices d'un certain nombre de choses qui se mettent en place. Voilà. Tout le monde veut rapatrier, on va dire, sa production, on va dire, de médicaments militaires, industriels, son savoir-faire. Donc, il y avait des prémices. Maintenant, ça se concrétise. Avec Trump, ça va aller encore plus loin. La Chine, c'est le cas. Le monde émergent, il ne faut pas l'oublier, mais il s'organise. Il y a un petit pays qui s'appelle l'Inde. C'est un petit euphémisme. Il ne faut vraiment pas le négliger. Bien sûr. Et peut-être que demain, il sera devant la Chine. Moi, c'est une conviction qu'on a. Oui, aujourd'hui, l'Europe, il n'y a pas de choix que l'Empire européen, il n'y a pas d'autre choix que l'Empire européen aussi se constitue, se solidifie et négocie en bloc pour défendre ses intérêts, sa croissance, sa population et sa souveraineté. C'est ça qui est fondamental aujourd'hui. Voilà. Et avant de passer la parole à Arnaud Faller, en matière de politique monétaire, est-ce que le salut de l'Europe peut passer par un soutien monétaire? Alors, qu'est-ce qu'on appelle soutien monétaire? Aujourd'hui, est-ce que un instrument de financement unique pour toute l'Europe avec des clés de répartition, pas trop compliqué parce qu'en Europe on adore, complexifier les choses. Je le dis simplement. Mais en tout cas, un financement unitaire global pour l'Europe avec des clés de répartition, au moins ça éviterait la question qui revient quand même. Dès qu'il y a un pays où il y a des difficultés, l'Europe va exploser. C'était le cas avec la France, lorsqu'il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale. C'était le cas en Italie, lorsque Mme Meloni a été élue. À chaque fois qu'il y a un souci, attention, on retourne en 2011, la crise de la dette souveraine. Un financement unitaire unique, au moins ça solverait ces difficultés-là et ça donnerait plus de confiance aux investisseurs étrangers ou européens en Europe. C'est ça qui est fondamental pour moi. Arnaud Faller, comment analyser effectivement cette Europe? Alors, il y a encore quelques jours, on l'a comparé aux États-Unis en termes de croissance ou en termes de nécessité de soutien monétaire. Là, on voit directement l'impact potentiel effectivement du programme économique du nouveau président des États-Unis. En même temps qu'on voit effectivement les difficultés politiques qu'on peut voir en Allemagne, mais il y a quelques mois, on les voyait en France. Comment est-ce qu'on analyse économiquement cette situation européenne? Je crois qu'il faut être réaliste. On a quand même pas mal de difficultés. C'est-à-dire que d'ailleurs Trump parle, l'Europe doit faire un lourd tribut. Bon. Donc on a des difficultés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des messages d'espoir, mais il faut quand même d'abord prendre une étape, constater quand même les difficultés. Avant de rebondir, il faut quand même être bien réaliste sur la situation. Et effectivement, c'est quand même compliqué. On a un vent d'ouest qui nous arrive et qui est très défavorable. Et les hausses de taxes douane, par exemple. Pour autant, les messages d'espoir que je porterai, c'est l'Europe, c'est justement quand il y a vraiment de très grandes difficultés, arrive à rebondir et une solidarité qui se met en place. Et finalement, ce qui se passe en Allemagne avec l'éviction de Christian Lindner, c'est peut-être un message d'espoir au sens où ils peuvent désactiver le frein à la dette. Je rappelle que c'est les libéraux allemands qui mettaient une pression énorme sur le fait qu'on doit respecter cette règle de frein à la dette. Bien sûr, oui. C'est quand même les Allemands qui ont la plus de marge de manœuvre dans les financements en toute l'Europe.
ça ne va pas se faire tout de suite. Il faut se rappeler, on verra si l'élection a lieu en mars prochain, voire anticiper si jamais le CDU provoque des élections. En tout cas, c'est peut-être mieux que septembre, parce que sinon, on avait une Allemagne un peu affaiblie jusqu'en septembre 25. Donc ça viendrait débloquer une situation en Allemagne qui permettrait effectivement d'augmenter un peu la dépense publique. Est-ce que oui? C'est-à-dire, encore une fois, les adversaires de la levée de la frein à la dette, c'était les libéraux. Donc les libéraux ont quitté, pas tous, mais presque tous, le gouvernement. Et en tout cas, s'il y a une prochaine élection, les sondages montrent qu'ils passeraient sous les 5%, donc ils ne seront même plus représentés au Bundestag. Donc, il se peut qu'il y ait quand même un accord. On verra s'il y a prochaine élection, mais ce qui est plus probable, c'est une grande coalition, donc CDU, SPD, éventuellement avec ils appellent ça une coalition kenyane, si on rajoute les Verts. Et donc, probablement, cette coalition kenyane serait plus enclin à lever, à désactiver, alors pas à la façon allemande, Oui. on est réaliste aussi. On reste dans la rigueur budgétaire, bien sûr. Pas façon d'autres pays européens. Mais malgré tout, c'est peut-être un message d'espoir, parce qu'il y a des moments où... Un message d'espoir pour l'Europe. Pour l'Europe, à terme. D'accord. Encore une fois, aujourd'hui, vraiment très défavorable. Pour autant, on réagit plutôt en Europe quand on est au pied du mur. Au pied du mur. Et on s'en rapproche. Voilà, exactement. Et en plus, du côté allemand, peut-être que cette levée du frein à la dette pourrait être une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'Europe. Et effectivement, avec des emprunts mutualisés, etc. Économiquement, sur les marchés financiers, est-ce que ça veut dire que pour l'instant, on regarde le vent d'ouest arriver et on s'attend à des mois, une année 2025 un peu compliquée? Alors, ce qui peut, malgré tout, limiter l'écart de performance. Nous, on avait en tête, on avait fait les scénarios pré-Trump où il y avait une surperformance des US versus Europe, 7,5. Donc, on a déjà fait la moitié. On peut dire, c'est bien, il ne nous reste plus beaucoup. Mais à 3 mois, donc ça ne veut pas dire que derrière, il y a encore... il y aura peut-être encore surperformance de marché américain versus Europe. Mais ce qui peut préserver cet écart, c'est que la valorisation, malgré tout, du marché européen est relativement faible. Bien sûr, oui. Voilà. Donc c'est pas, on va pas rentrer avec un marché américain qui va faire 20 points, 25 points systématiquement de mieux que l'Europe. La valorisation peut limiter cet écart. Malgré tout, si on fait rien, cet écart sera toujours dans le même sens. Nicolas Forest, comment est-ce que vous analysez effectivement la situation économique européenne ou via les marchés? D'ailleurs, je vous laisse choisir la loupe pour regarder cette économie. Merci, merci pour les commentaires qui ont été faits. C'est vrai, je retrouve en fait un peu deux mots, espoir et réalisme. Ce que vous avez décrit, c'est de l'espoir. C'est vrai, c'est de l'espoir. Je prends. Mais non, mais c'est pas du tout critique. Non, mais je c'est de l'espoir. Et moi, je suis investisseur. L'espoir peut être concret. Ouais. Non, mais moi, je suis investisseur, donc je regarde les faits et être réaliste. Ce que vous avez décrit ici, c'est un peu le scénario rêvé de signes d'espoir. Oui, il y a des signes d'espoir, vous avez raison. La coalition, le fait que l'euro baisse et que les politiques monétaires divergent, c'est un euro plus faible, la croissance qui reprend un petit peu. On peut essayer de le jouer à court terme. Si vous me demandez mon avis... Oui, est-ce que vous l'achetez, cet espoir européen? Moi, je ne l'achète pas. D'accord. Voilà, je ne l'achète pas. Je ne l'achète pas parce que je pense que la coalition allemande, c'est un espoir qui ferait plaisir aux Français. Mais la réalité, c'est je ne vois pas le CDU-CSU faire une dépense massive. Peut-être que ça changera, il faudra voir, mais comme vous l'avez dit, c'est raisonnable. Non, je sais pas, c'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit raisonnable, donc à l'allemande. À l'allemande, donc c'est pas énorme. À l'allemande, ça veut dire quoi? Quel impact vraiment sur la croissance? Donc ça me laisse dubitatif, c'est-à-dire que ça va prendre du temps. Pour quel impact? Donc du côté budgétaire, ce que je vois, c'est plutôt des gouvernements européens dans l'ensemble des pays qui sont aujourd'hui en minorité, en France, en Allemagne, en Belgique, avec des difficultés, avec plutôt l'idée de monter les impôts pour faire face à des déficits qui s'élargissent, et potentiellement un espoir en 2025 qu'il y aurait quelque chose. En face, vous avez quoi? Vous avez Donald Trump. Tout l'inverse. Voilà. Donc moi, les coups des franges. C'est vrai qu'il y a une valorisation qui peut être attractive. Je pense qu'il y a certainement des pépites à aller chercher du côté du marché européen. Mais dans ce monde post-Trump, malgré tout, je rejoins plutôt davantage de confiance sur certaines entreprises américaines que sur des entreprises européennes. Sur les entreprises européennes, c'est vrai que la valorisation est plus attractive. C'est vrai que ça peut bénéficier potentiellement d'un euro plus faible. Mais moi, je reste quand même assez prudent parce que l'Europe, si jamais il y a des tarifs de 10%,
ça va être difficile. Trump peut tout à fait aussi négocier, non pas avec l'Europe collectivement, mais pays par pays, bien par bien. Y aura-t-il une unité? Je ne sais pas. Et quelle sera la réaction? Un emprunt européen, tout ça, ça a été fait. Hein. On a fait un emprunt européen après le Covid. Oui, bien sûr. Après... à circonstances exceptionnelles. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que ça a changé? La productivité européenne est terriblement faible et pas la productivité américaine. Donc voilà, ici, ce n'est pas du cynisme, c'est juste de dire que pour l'investisseur, je pense que c'est un climat qui est plutôt positif pour les obligations européennes, parce que ça veut dire quand même que les perspectives de taux sont plutôt à la baisse. Pour les marchés actions, il y a sans doute des secteurs qu'il faut regarder, mais dans le match entre États-Unis et Europe, je crains que le match soit encore plutôt positif et plutôt supporteur pour les États-Unis. Il nous reste quelques secondes rapidement, Nicolas Forest, avant de passer la parole à Arnaud et Adil également. Qu'est-ce que vous regardez dans le marché qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui? La Chine, par exemple? Oui, là encore, c'est l'espoir. C'est un peu ce que fait le marché aujourd'hui. C'est que le marché se dit, s'il y a les tarifs, du coup, la Chine va devenir avec un plan. Et donc, on verra sur le plan que fait la Chine. Moi, qu'est-ce que je regarde? Moi, je vais regarder les nominations que va faire Trump et avec qui on va le voir en photo et avec qui il va travailler. Ça, c'est pour moi un peu l'incertitude parce que vous savez que dans le plan républicain, il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Hein. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui sont effectivement assez extrémistes. Il y a ce que veut Musk au niveau de la déréglementation du deep state. Donc, il faut voir avec qui il va aller. Moi, c'est surtout ça que je vais regarder. Je vais moi regarder ce qui se passe en Europe et je vais éventuellement regarder évidemment la réaction du gouvernement chinois dans les prochains jours. Adil Lamor, même question rapidement. Qu'est-ce que vous regardez dans le marché actuellement qu'on n'aurait pas abordé? Non, la Chine, on n'en a pas parlé. Pour moi, il n'y a que du positif à venir de la Chine. Voilà. Est-ce qu'il y a du négatif potentiellement? Je n'en vois strictement pas. Donc ça peut être la bonne nouvelle qui peut redonner du boom au marché globalement, qu'il soit crédit ou action, voilà, de façon un peu plus générale. Donc regardez la Chine de plus près, effectivement. Ne pas l'oublier. Ça peut être un catalyste, voilà, j'ai envie de dire, qui soit très convexe d'un point de vue marché. Arnaud Faller, même question. Non, donc à court terme, on confirme qu'on est évidemment préféré les États-Unis et encore une fois, on voit une surperformance, mais le message d'espoir, c'est pour plus tard. Mais il faut bien voir aussi que les marchés en quelques mois, à horizon de quelques mois, hein, pas tout de suite, mais il y aura peut-être encore une fois des réactions plus favorables pour l'Europe. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés dans Planète Marché. Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements de CPRAM, Nicolas Forest, directeur des investissements de Candriam, et Adil Lamor, directeur général de Schellcher Prince Gestion. Merci à tous les trois. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Et nous enchaînons à présent avec le dernier quart d'heure de Smart Bourse, un quart d'heure américain pour revenir sur la séquence des élections présidentielles aux États-Unis. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être en duplex avec le correspondant américain de Smart Bourse depuis Washington, Pierre-Yves Dugas. Bonjour Pierre-Yves Dugas. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va revenir sans surprise sur cette victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. Pierre-Yves Dugas, comment est-ce que vous analysez la séquence depuis Washington? Oui, tout a changé. Tout a changé et dans une proportion qui n'était anticipée certainement pas par les instituts de sondage et certainement pas par le Parti démocrate et certainement pas par la presse qui... nous en avons souvent parlé au cours des semaines et des mois précédents, et dans une étrange symbiose avec le narratif que lui présente systématiquement le Parti démocrate. Donc, énorme surprise et énorme changement. Ronald Reagan n'a jamais pu disposer d'autant de pouvoir, n'a jamais pu profiter d'un alignement de planètes comme Donald Trump l'observe aujourd'hui. Les républicains vont avoir la majorité au Sénat, une quinzaine probablement de sièges d'avance à la Chambre des représentants, donc une petite majorité, mais tout de même une majorité à la Chambre des représentants. Ils vont être en position de proposer à un Sénat bienveillant des remplacements pour les membres les plus vieillissants et les plus conservateurs de la Cour suprême. Et ce point-là est très, très important, pas simplement sur les questions sociétales comme l'avortement, mais aussi en matière d'interprétation des lois fédérales et l'impact sur la vie économique, sur la vie des entreprises, sur le droit de la concurrence,
sur l'autorité du Congrès pour réglementer en particulier les grandes entreprises de technologie. Une grande partie de toutes ces questions toujours se dénouent à la Cour suprême, et si le changement que Donald Trump a promis de faire à la Cour suprême à mesure que partiront en retraite les magistrats les plus âgés, tout ça peut affecter l'environnement du business aux États-Unis pendant des décennies. Donc c'est extrêmement important et cela dépasse le cycle électoral. On va voir s'en aller Lisa Khan, qui est une des personnes les plus détestées du monde des affaires aux États-Unis, qui dirige la Federal Trade Commission, une des agences de réglementation de la concurrence. Ça va changer complètement le paysage de la concurrence pour le private equity en particulier, en matière de réglementation bancaire également. Les choses donnent une énorme bouffée d'oxygène, ce qui nous explique que hier, sur le marché américain, on a vu la capitalisation américaine grimper, toute bourse confondue, de 1620 milliards de dollars. Donc, bonne nouvelle pour les marchés d'actions qui croient dur comme fer que la nouvelle administration Trump va réduire les impôts non seulement des sociétés, mais aussi des particuliers, notamment en reconduisant les baisses d'impôts qui ont été votées en 2017 et qui arriveraient à expiration l'an prochain, mais aussi adopter une politique pro-business, ce qui n'était pas le cas sous l'administration Biden. Si je comprends bien ce que vous nous décrivez, c'est donc un président américain, Donald Trump, avec les coudées franches, effectivement, pour appliquer un programme économique. Vous nous l'avez dit, ça change beaucoup de choses. Vous avez même utilisé le terme de décennies à venir. Concrètement, économiquement, que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du monde, quels sont les impacts à attendre, Pierre-Yves Dugat ? Écoutez, la vie politique française ne tient qu'à un fil. Le président de la République en France ne contrôle pratiquement plus rien et le chef du gouvernement non plus. En Allemagne, c'est la crise totale. En Espagne, ça n'est pas brillant. En Italie, c'est plutôt fragile. Même pour sortir de l'Union européenne, au Royaume-Uni, le nouveau gouvernement britannique a beaucoup de difficultés à faire adopter des mesures difficiles pour lesquelles le Parti travailliste n'est pas prêt. Au Japon, la coalition branle dans le manche. Aux États-Unis, le nouveau président, qui sera élu mi-décembre et ne prendra ses fonctions que vers le 20 janvier, le nouveau président va bénéficier d'une marge qui fait de lui plus que jamais the big boss au sein du G7. C'est un truc qui me rappelle les années Reagan, mais bien au-delà des années Reagan, puisqu'une fois de plus, rappelons-le, Ronald Reagan avait bénéficié d'un retour d'une majorité républicaine au Sénat, mais a dû lutter avec une Chambre des représentants qui était encore contrôlée par le Parti démocrate. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Alors attention, Donald Trump est brouillon, Donald Trump est coléreux, Donald Trump est irascible, Donald Trump est capable de changer d'avis du tout au tout. Et Donald Trump a fait énormément de promesses qui vont être fiscalement extrêmement difficiles à tenir. Défiscaliser les revenus des retraités de Social Security coûte une fortune. Le marché obligataire est assez mal disposé à l'égard de cette nouvelle administration Trump. Donc il y a beaucoup de pièges dans lesquels les républicains peuvent tomber, républicains qui ne sont pas totalement unis. Si avec une quinzaine de sièges d'avance à la Chambre des représentants, ils peuvent faire passer des choses, il faut qu'ils le fassent assez vite, non pas en 100 jours. Ce chiffre de 100 jours n'a aucun sens. Même si Donald Trump est mieux préparé qu'il ne l'était il y a 8 ans pour exercer le pouvoir. Mais il faut qu'en un an, il ait pu présenter des choses concrètes aux électeurs américains. Quant à l'impact sur le reste de la planète, on voit déjà une grande fraternité entre Donald Trump et le président argentin, qui va rendre visite à Donald Trump avant que ce dernier ne prête serment, et les intentions de Elon Musk en matière de réduction de coûts, si vraiment on se lance dans cette institution virtuelle que l'on a déjà baptisée DOGE, Department of Government Efficiency, le département d'efficience du gouvernement. Est-ce que les républicains auront le courage de tailler dans le vif, dans les effectifs
de la fonction publique fédérale, de supprimer des agences fédérales. Tout ça peut donner un exemple à des populistes en Europe et faire souffler un vent, votre invité parlait du vent d'Ouest, un vent qui va donner beaucoup d'idées à des Le Pen et à d'autres populistes potentiels ailleurs en Europe. Est-ce que, vu de là où vous êtes, il existe quand même un certain nombre de garde-fous potentiels pour l'application du programme de Donald Trump aujourd'hui ? Alors certainement. Alors, outre le caractère irascible et inconstant, dirons-nous, que Donald Trump a montré dans le passé, il y a le fait que la presse le déteste et qu'elle va tout faire pour obtenir des informations de nature embarrassante dans ce grand débat qui va se lancer, et tout ce qui pourra fuiter de la part d'une administration fédérale permanente et qui pourrait embarrasser le nouveau pouvoir et la nouvelle administration sous son angle politique, nous le retrouverons dans le Washington Post et dans le New York Times et dans d'autres publications qui vont tout faire pour empêcher Donald Trump d'aller aussi loin qu'il l'a promis. Premier point donc, la presse. Le monde universitaire le déteste toujours. Les médias en général, les télévisions au-delà des grands journaux ne l'aiment pas beaucoup. Ça fait beaucoup de monde qui cherchera à délégitimer ce que Donald Trump appelle son mandat, c'est-à-dire sa mission pour aller très très loin dans le grand changement, dans le grand bouleversement populiste qu'il entend imposer aux États-Unis. En matière de relations commerciales, nous n'en avons pas encore parlé, mais c'est essentiel. Les États-Unis étant en position de force pour exiger des concessions commerciales des Européens, compte tenu de la dépendance de l'Union européenne à l'égard des exportations, la négociation va être compliquée. Les Européens sont divisés entre eux, les Européens sont affaiblis sur les questions commerciales et ils ont besoin du parapluie militaire américain. Donald Trump est parfaitement conscient de la diversité des cartes qu'il peut jouer et qui sont dans sa main, et il ne va pas hésiter à en user face à une Europe qui, malheureusement pour le moment, n'est pas en mesure de riposter aussi fort qu'elle pourrait en rêver dans le cadre d'un scénario de guerre commerciale. Ce que vous nous dites, si je comprends bien, Pierre-Yves Dugas, c'est que le seul à avoir des cartes en main dans une discussion entre Europe et États-Unis, c'est Donald Trump aujourd'hui. L'Europe n'a pas de cartes à jouer ? Elle a des cartes à jouer, mais il faudrait que l'Allemagne et la France et l'Italie soient sur la même longueur d'onde. Il faudrait que les mandats de négociation donnés aux membres de la Commission européenne en matière commerciale soient des mandats qui soient solides, qui ne soient pas vagues, et qu'on puisse aller loin et que l'on soit crédible dans les ripostes aux éventuels droits de douane que l'Europe pourrait présenter. Il ne s'agit plus de petites escarmouches sur le cognac, le champagne. Il s'agit d'éviter que l'Europe soit victime de l'imposition de droits de douane potentiellement punitifs de 10 à 20%, parce que l'objectif de Donald Trump, et on peut compter sur Bob Lighthizer, qui a été qui a été son grand conseiller et qui l'est toujours en matière commerciale, et qui connaît très bien les Européens et très bien le fonctionnement, pour se débarrasser une fois pour toutes des lourdeurs de l'OMC et exiger, quitte à négocier one-to-one pour diviser les Européens, à extorquer des concessions à un pays en menaçant un autre. L'Europe est très divisée dans ce climat-là, et très affaiblie, et Donald Trump est très conscient de la puissance des cartes dont il dispose. Cela dit, je le répète, il est capable de faire tomber ses cartes d'un coup de colère, il est capable de mal jouer les choses, et ne l'oublions pas, il y a toujours une grosse crise internationale qui vient bouleverser les plans de n'importe quel président qui arrive à la Maison-Blanche. Cette crise peut venir de l'Iran, du Proche-Orient, de la Corée ou de l'Ukraine. Merci beaucoup Pierre-Yves Dugas. Je rappelle que vous êtes le correspondant américain de Smart Bourse. Merci pour votre présence dans ce quart d'heure américain. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.